Voilà, bonjour à tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue euh, à ce séminaire de l'UVMA. Donc au nom de Ben Kaiser et moi-même, qui en sommes les co-directeurs, mais aussi au nom de toute l'équipe de recherche. Donc l'UVMA, c'est l'Observatoire universitaire du vélo et des mobilités actives. C'est une plateforme de recherche interdisciplinaire à l'Université de Lausanne. Et ce semestre, nous organisons une série de séminaires intitulés Culture du vélo. Et nous voulions avoir des présentations, des conférences sur la pratique du vélo dans des contextes moins connus, mais desquels nous pouvons apprendre. Il y a quelques semaines, nous avons reçu Timo Perala, qui a présenté le cas d'Oulu en Finlande, une ville où la pratique du vélo reste très élevée malgré la proximité du cercle polaire. Et si vous n'avez pas eu l'occasion d'assister à cette conférence, vous pouvez vous rendre sur notre site et la conférence a été enregistrée, donc vous pouvez la visionner. Le 17 novembre, nous recevrons Manon Lagadic qui nous parlera de la pratique du vélo au Japon et notamment de la dimension genrée ou très genrée du vélo dans ce pays. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphanie Pouessel, pour une conférence intitulée Le vélo en Tunisie, promouvoir un mode de transport alternatif dans le monde arabe. Stéphanie Pouessel est anthropologue et elle a cofondé l'ONG Vélorussion Tunisie. Elle est également la CEO d'un bureau d'études sur les questions de mobilité urbaine. Lorsqu'on parle vélo, on parle beaucoup de son retour dans les villes, en particulier dans les villes occidentales, dans les villes européennes, dans les villes d'Amérique du Nord, et puis un petit peu moins d'autres pays, et notamment du contexte de l'Afrique du Nord. Et j'ai pu suivre un peu de loin, via les réseaux sociaux, les activités de l'ONG Vélorussion Tunisie, et je trouvais à la fois que ces activités étaient motivantes, étaient nombreuses, étaient originales. Et puis, on avait envie d'en savoir un petit peu plus. Donc, avant de donner la parole à Stéphanie Pouessel, merci d'éteindre le micro et votre vidéo aussi pour laisser de la bande passante. Utilisez le chat pour vos remarques, pour vos questions. Et puis, lors de la discussion avec Ben Kaiser, on synthétisera et on transmettra vos questions et remarques à Stéphanie Pouessel. Donc, merci à elle d'avoir accepté notre invitation. Et puis, sans plus attendre, je lui laisse la parole. Bonjour à tous, merci beaucoup Patrick Rera. Merci à toute l'équipe de l'UVMA qui a coordonné donc, cette intervention. C'est un plaisir donc, de pouvoir partager avec vous et mener une réflexion ensemble sur le vélo. Donc, comme on l'évoquait avant de lancer cette intervention, donc, on est tous certainement des militants du vélo, des pratiquants du vélo. Et aujourd'hui, vraiment pouvoir en faire un objet de recherche et réfléchir à quel point le vélo est un indicateur des questions sociales, des questions économiques, des questions de genre, des questions aussi de génération. Donc voilà, c'est fascinant de prendre cette machine en fait, et de voir ce qu'elle peut nous apprendre sur les sociétés dans lesquelles elles sont utilisées. Donc, voilà, je me présente. Bon, Patrick, vous m'avez déjà présenté, mais du coup, à la base, je suis chercheur en anthropologie et je mène des recherches en Tunisie depuis maintenant 12 ans. À la base, j'ai fait ma thèse donc, à l'EHESS de Paris. Et il y a maintenant 5 ans, donc, en fait, avec un groupe d'amis, on a fondé une association qui s'appelle Vélorussion Tunisie. Et puis, depuis 5 ans, elle m'a totalement happée, en fait. Donc, j'ai moins de temps pour la recherche, malheureusement. Mais je continue à… Mon engagement, en fait, il a toujours ce recul, en fait, des sciences sociales. Et j'espère que ma vision, en fait, sur cet engagement, qui est un engagement de la société civile, comme on dit ici en Tunisie, j'espère qu'il va vous apporter, qu'il va apporter un peu de l'eau au moulin, en fait, pour votre réflexion. Ma dernière casquette, c'est celle, oui, d'un bureau d'études qu'on a créé il y a maintenant seulement une année,
qui nous permet, en fait, qui est la branche études de Vélorussion, c'est-à-dire elle nous permet de répondre à des nouveaux besoins d'études en mobilité urbaine, mobilité active, mobilité douce, comme on dit, même si je n'aime pas bien ce terme. Et elle permet en fait à Vélorussion de pouvoir, en fait, étant donné qu'on a une vision vraiment des villes et de la mobilité, mais que c'est une vision qui était jusque-là restreinte à on parlait en tant qu'association, société civile, maintenant on peut proposer cette vision aux collectivités locales et aux acteurs de la ville. Donc, je vais parler essentiellement, en fait, comme il l'a dit, en fait, il m'a sollicité essentiellement pour l'association Vélorussion. Donc, ça sera une intervention là-dessus. Mais avant de parler des actions et de la genèse même de nos 5 ans de militantisme, je vais devoir évidemment, je vais parler du contexte tunisien de la mobilité urbaine, donc, parce qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui comme petite révolution du vélo sans comprendre évidemment le contexte et c'est quoi le déplacement, c'est quoi vraiment la mobilité en Tunisie. Et j'espère que cette petite présentation nous aidera tous dans notre éternelle réflexion de est-ce que le vélo, la culture ou les infrastructures qui mènent au développement du vélo dans les villes. Je pense que c'est un peu la poule et l'œuf, mais c'est une question, voilà, une éternelle question qu'on se pose nous chaque jour aussi. Et en Tunisie, on part d'un pays où la culture du vélo est on part presque de zéro, bien qu'il y a quand même une culture traditionnelle, ancestrale dans ce pays, et je vais en parler aussi. Et en fait, Vélorussion, l'association, elle pense que c'est justement la culture et l'infrastructure, c'est deux choses qui vont ensemble. Bon, évidemment, on ne peut pas se restreindre à l'un ou à l'autre, on doit passer par tous les moyens possibles pour développer les pratiques du vélo dans les villes. J'espère que vous voyez bien la carte. Bon, parce que du coup, il y a Donc voilà la Tunisie, ce petit pays d'Afrique du Nord. Est-ce que vous avez aussi la bande noire en haut, Patrick? Oui, mais on voit bien. On voit bien. De manière générale, c'est un pays, en fait, c'est un pays du tout voiture. Vous vous en doutez, puisque c'est des pays qui ont très peu développé les transports publics, dû à un manque, une absence de l'État, un manque de moyens, en fait, et de vision, évidemment. Donc, c'est des pays, on peut dire, du tout voiture, et notamment en Tunisie. En fait, l'État tunisien, en 1994, a lancé le programme qui s'appelait, la mesure incitative qui s'appelait la voiture populaire. C'est une mesure c'est une subvention de l'État pour l'achat des voitures. Le but, c'était que toutes les familles, même les moins riches, puissent accéder à la voiture. Donc, l'État subventionne, il prend en charge une partie du prix des voitures. Malgré tout, ça reste très cher pour des Tunisiens. Donc, finalement, les gens peuvent s'endetter même toute une vie pour acheter une voiture. Mais on reste dans le pays du tout voiture. Le transport public, pour le cas du Grand Tunis, ici, c'est les chiffres pour le Grand Tunis. Donc, il faut savoir qu'il est vraiment imaginé en Europe, c'est à peu près l'inverse. Le transport public, il est de 30% de part modale, alors que le véhicule privé, la voiture individuelle, elle est de 70%. Et en plus, ça, c'est des chiffres qui datent de 3-4 ans. Maintenant, en fait, ça a empiré. Le transport public, il est encore plus faible. Au niveau de la pollution, en fait, la pollution issue du trafic des transports publics, elle est très importante. C'est une des parts les plus importantes de la pollution atmosphérique. Enfin, j'ai dit que c'était un pays du tout voiture, mais il faut savoir qu'un chiffre assez étonnant, c'est que le taux de possession de voitures en Tunisie, il est de 27%. C'est-à-dire que finalement, il y a seulement un citoyen sur 4 qui possède une voiture. Alors qu'on va le voir après, on est dans des villes totalement congestionnées, embouteillées, mais il faut imaginer si tout le monde avait une voiture. Donc, ça serait encore pire. Et ce taux de possession de voitures, 27%, en fait, il est très disparate selon les régions. Ça, c'est une moyenne nationale, mais il y a des zones où il atteint 16%, et il y a des zones où il atteint 42% des quartiers riches, en fait. Le transport en Tunisie, c'est en même temps, bon, c'est une vieille photo, mais elle est assez symbolique de la congestion. Ici, c'est un rond-point très connu.
C'est un peu la Bastille, en fait, finalement, pour ceux qui connaissent Paris. C'est un rond-point Bab Saradoun, hein, s'il y a des Tunisiens qui sont avec nous, congestionné, mais comme tous les grands axes du Grand Tunis et des grandes villes. Le transport en Tunisie, c'est en même temps un souci du quotidien. Donc, pour les gens, c'est leur principale préoccupation quand ils se réveillent le matin, c'est comment je vais atteindre mon travail, c'est-à-dire à quelle heure je vais arriver et par quels moyens je vais y aller. En se levant le matin, ils n'ont pas la réponse à ces questions, en général, bien sûr. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui n'a pas de voiture individuelle, ça va être la débrouille. Donc, il va chercher un taxi. S'il n'y a pas un taxi, il va prendre un bus. S'il n'y a pas de place dans le bus, ben, il peut finir à pied, etc. Donc, c'est en même temps un souci du quotidien, mais en même temps, c'est un déni total. C'est un déni même individuel, c'est-à-dire que les gens, en fait, ils vont rarement exprimer, enfin, ils l'expriment, mais ils ne le pensent pas comme une problématique sociale. Et c'est un déni pour l'État, c'est encore plus, et même pour la recherche en sciences sociales. Donc, le transport et encore plus la mobilité urbaine, c'est vraiment des impensés. Donc, c'est un sujet nouveau, en fait. Quand on interroge les gens sur le transport, ce n'est pas une problématique sociale jusque-là. C'est des problématiques jusque-là en sciences sociales plutôt réservées aux pays du Nord, alors qu'en fait, c'est une problématique passionnante parce que déjà, elle a une source de souffrance pour les gens au quotidien dans ces pays-là. J'ai oublié la deuxième idée que je voulais dire. Mais donc, en tout cas, c'est ça la question du transport. On est dans une société de transport de classe, ce que moi j'appelle un transport de classe. Donc, en fait, on pourrait résumer cette société on pourrait dire, dis-moi comment tu te déplaces, je te dirai qui tu es. C'est-à-dire, si tu marches, tu prends un bus, une voiture, etc., ça va renseigner sur le niveau socio-économique des gens. Donc, clairement, tout en bas de la pyramide, on a la marche, le vélo, le motocycle, ce qu'on appelle motocycle ici, donc c'est les motos, les mobylettes, etc. C'est donc le moyen de transport, alors encore plus la marche, c'est le moyen de transport le plus facile, le moins cher. C'est un non-choix, en fait, souvent pour les gens quand ils vont marcher. C'est pas comme en Europe, on va marcher ça va être un choix et un souci de santé, un choix écologique même de choisir la marche pour traverser la ville. Donc ici, non, c'est parce que quelqu'un qui marche, il n'a pas le choix. Avec tout ce que ça implique comment dire, avec tout le contexte des infrastructures, des espaces publics, donc je vais parler un petit peu après. Il faut imaginer l'état des routes, des chaussées. Le vélo, donc de manière traditionnelle, il y a des pratiques du vélo, mais c'est le vélo, comme on dit, le vélo du pauvre. Donc là aussi, c'est le vélo de l'ouvrier qui n'a pas le choix que de se déplacer en vélo. Et pareil, la mobylette, la moto, la Vespa aussi dans certaines villes, le scooter, donc c'est des moyens de transport plutôt pour les populations plutôt précaires, et donc avec tout son lot d'insécurité routière. Ensuite, le transport public, donc c'est aussi pour des gens plutôt pauvres. En fait, en Europe, on dit une ville, on peut juger de l'état d'une ville, de son état de modernité quand toutes les personnes accèdent au transport public. Donc ici, c'est exactement l'inverse. Donc les personnes qui ont les moyens, on ne les verra jamais dans le transport public, c'est impossible. Et il faut imaginer l'état des transports publics, des bus, des métros, des trains, donc c'est très compliqué. Et puis il y a un manque aussi de flotte. Et en fait, ce contexte de la difficulté du transport public, il a amené à un développement du transport en commun privé. Moi, j'appelle ça la privatisation du transport en commun. Donc, c'est ce type des taxis collectifs. En fait, c'est des privés. Et en fait, il y a une forte disponibilité. Vous voyez, là, il y en a énormément. Donc, si on a besoin de se déplacer, c'est le moyen le plus efficace, le plus rapide. Bien sûr, il y a une insécurité routière forte puisqu'ils vont extrêmement vite. Et en fait, il y a aussi la présence du taxi individuel en Tunisie qui est importante. Donc, les gens se déplacent beaucoup en taxi avec un nouveau phénomène, donc des taxis à la commande, à la demande. Et maintenant, le taxi commence à devenir élitiste, en fait. C'est des classes sociales un peu plus aisées qui sont en train de prendre ce domaine-là, ce secteur-là. Enfin, tout en haut de la pyramide, on a la voiture individuelle.
En fait, la voiture individuelle, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a certaines personnes qui s'endettent vraiment toute une vie pour en obtenir une. En plus, après, donc, ils perdent énormément de temps dans le trafic. Mais la voiture individuelle, c'est vraiment le gage de liberté, c'est le gage d'autonomie. Si on veut être sûr d'aller d'un point A à un point B et d'y arriver dans une heure, avec un temps donné, donc c'est finalement un peu la seule solution. Surtout pour les femmes, moi j'ai fait une recherche sur le transport et les femmes en Tunisie. Et la voiture individuelle, vraiment, c'est la sécurité par rapport aussi au harcèlement, par rapport à sortir tard le soir. Donc voilà, c'est vraiment la seule solution véritablement. Donc ça, je vous dresse le panorama global. Après, bien sûr que nous, on veut, avec Vélorussion, on va essayer de montrer que le vélo aussi est une solution. Mais ça, c'est le panorama. Donc voilà, la privatisation du transport en commun, comme je l'ai dit tout à l'heure. La marche, juste un petit mot sur la marche, parce qu'on parle de marchabilité. Donc nous, c'est des questions que l'on réfléchit chaque jour en Tunisie. Là, voilà, vous voyez en fait les contraintes de la marche en Tunisie. Donc j'ai dit c'est un non-choix, c'est pas quelque chose de choisi. Mais en fait, il n'y a pas de trottoir. Il y a des trottoirs, mais occupés par des magasins, par des cafés, par des voitures garées. Les trottoirs, c'est aussi des lieux où on met les poubelles, etc. Donc, la notion de marchabilité, en fait, elle n'existe pas. On est vraiment dans le non-choix pour la marche. Et imaginez avec tout ce que ça implique pour les femmes, notamment, qui vont avoir facilement des caddies, des poussettes, des talons, etc. Donc là, c'est toute une réflexion sur l'espace public aussi, l'aménagement de l'espace public qu'on essaie de mener à Vélorussion. Donc, le vélo, on en vient maintenant au vélo. Donc, on appelle ça, nous, le troisième mode. En fait, c'est donc un mode alternatif de transport. Vous voyez ici, c'est justement, on va dire, c'est un ouvrier qui se déplace. Donc, il y a un usage traditionnel du vélo. On n'est pas arrivé, notre association, on n'a pas inventé, on n'a pas créé quelque chose qui n'existait pas. Il y a un usage traditionnel. Ici, on voit un monsieur à Nabeul, une petite ville côtière de la Tunisie. Il se déplace comme ça pour son travail. Ici, on a des personnes âgées se déplacer. Donc, en fait, traditionnellement, en Tunisie, c'est le déplacement dans les petites villes, c'est le déplacement rural, c'est le déplacement intra-quartier, donc vraiment pour faire des petits trajets dans son quartier. Et dans certaines villes, vous voyez, il y a beaucoup de femmes dans certaines villes côtières, donc les femmes l'utilisent facilement, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer en se disant on est dans le monde arabe, donc elle n'utilise pas. Non, ici, c'est Nabeul, Bizerte. Donc, c'est des villes où les femmes, traditionnellement, utilisent facilement le vélo. Et sinon, c'est plutôt pour les ouvriers et même les lycéens. On a une pratique des jeunes, en fait, qui vont… Par exemple, les lycéens, les collégiens iront facilement à l'école en vélo, mais une fois qu'ils vont atteindre l'âge adulte, donc ils vont arrêter. C'est comme si ensuite, on ne continue pas le vélo. Ça se fait moins. Et nous, en fait, Vélorussion, on a vraiment voulu lancer une réflexion sur le vélo comme un moyen de déplacement et pas seulement, pas seulement de loisirs, pas seulement dans son quartier, mais vraiment un moyen de déplacement. Et ça n'avait jamais vraiment été pensé comme ça au niveau théorique. Au moment où on a lancé l'association, on va dire parallèlement, il y a des nouvelles pratiques du vélo qui sont nées en Tunisie. Nous, on pousse vers ça. Donc, je ne vais pas dire que ça ne serait pas… Enfin, c'est parallèle et c'est notre travail de faire en sorte que ça se développe. Je crois que c'est des jeunes, en fait, c'est plutôt des jeunes urbains qui vont aller à leur travail à vélo. C'est vraiment ce qu'on appelle des vélotaffeurs. C'est un phénomène très récent. Donc, c'est des jeunes dans l'urbain qui ont une préoccupation environnementale aussi. Mais comme tous les vélotaffeurs du monde entier, donc leur objectif, c'est d'arriver plus vite au travail. Hein. C'est d'aller plus vite que les voitures, de ne pas être pris dans le trafic. Enfin, je pense que vous avez déjà eu ces discussions, mais la première motivation des gens qui se déplacent en vélo en ville, c'est avant tout d'arriver plus vite là où on va aller. Ce n'est pas forcément en premier une préoccupation environnementale. Et ici, donc, on voit deux jeunes filles, deux jeunes femmes
à qui en fait on a enseigné le vélo dans notre association. Après, je vais venir au projet vraiment de l'association. Bon, là, j'ai mis cette citation, donc vous la connaissez tous, le vélo a fait plus pour l'émancipation des femmes que toute autre chose dans le monde. En fait, c'est une citation qui est très belle, mais moi, je l'applique, enfin, elle est pas, pour la Tunisie, elle convient que à moitié, puisque je pense que les femmes tunisiennes, elles n'ont pas attendu le vélo pour être autonomes, elles le sont déjà pour être émancipées, comme le dit l'association, et que le vélo, en tant que moyen d'émancipation, d'autonomie, de liberté, en Tunisie, c'est aussi fort pour les femmes que pour les hommes. C'est-à-dire qu'en fait, la préoccupation première, c'est quoi? C'est pouvoir être autonome dans son déplacement. Et donc, les hommes et les femmes, ils souffrent de la même manière avec ce contexte de la mobilité que j'ai présenté au début. Bien que les femmes, bien sûr, il y a cette contrainte en plus qui est celle du harcèlement dans les rues, de la possibilité d'être attaquée, on va dire, comme toute femme dans l'espace public dans le monde entier. Alors, ce renouveau du vélo dont je parle, qui a quelques années, qui a vraiment quelques années, oui, pas plus, il va de pair aussi avec le développement des sports d'aventure, du cyclotourisme. Et là, on voit des jeunes Tunisiens qui font une expédition dans le sud du pays. Mais c'est vraiment quelque chose de nouveau aussi. Donc, c'est le vélo en fait, comme nouvelle, comme mode d'aventure. Et bon, ça peut paraître évident peut-être quand on en parle en Europe, mais pour la Tunisie, c'était vraiment très nouveau. Ça date d'après la Révolution. Vous savez peut-être qu'il y a une révolution politique en 2011 en Tunisie, et qui a permis en fait que plein de choses se développent, et notamment pour les loisirs des jeunes. C'était quelque chose qui n'existait pas avant. Les préoccupations de ces néocyclistes, si on peut dire, c'est en fait ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement les mêmes que je pense dans tous les pays du monde. Donc, nous, on a fait déjà des enquêtes pour comprendre qu'est-ce que les gens voulaient, comment améliorer les choses. Et voilà, ça va être du manque de sécurité, la pollution, mauvais état des routes, embouteillage, mauvais comportement des taxis, etc., l'absence de stationnement vélo, le non-respect du code de la route. Donc, c'est ça qui est toujours intéressant, c'est de voir qu'il y a une universalité des préoccupations et de la vision des usagers du vélo dans les villes. Et c'est pour ça qu'on a créé cette association qui s'appelle Vélorussion Tunisie. On l'a créée en 2017 parce qu'on voulait créer un changement, on voulait que les choses changent. Donc, c'est une association tunisienne, je l'ai créée avec des amis tunisiens. Et elle est vraiment… donc, le but premier, c'était de développer la culture du vélo comme un moyen de transport. Il faut imaginer que quand on parle de moyens de transport pour le vélo, donc c'est comme si c'est vraiment quelque chose de très nouveau, et on a beaucoup de mal à faire comprendre ça parce que souvent les gens associent le vélo au sport, à l'aventure, etc., même à l'enfance, à l'adolescence, mais certainement pas au fait qu'il y ait le mot transport à côté. Et c'est une association qu'on a créée en fait à la base. Elle est née sur une critical mass, donc vous savez tous ce que c'est, donc c'est les parades à vélo, les manifestations urbaines. En fait, nous, à la base, on n'a pas voulu créer une association. On a simplement lancé un rendez-vous spontané, hein, comme c'est la nature même des critical mass. On a lancé un rendez-vous sur le terrain pour faire une parade. Et en fait, on a lancé ça sur les réseaux sociaux et on s'est retrouvés centaines. Et c'était vraiment un choc presque. Parce que quand on fait du vélo dans les rues, par exemple du Grand Tunis, on voit des cyclistes, mais on n'en voit pas énormément. On ne pensait pas qu'il y avait tous ces gens-là. On l'a appelé à l'époque Tunis by Bike, donc ce qui est écrit sur la slide. Et en fait, c'était suite à cette parade à vélo, cette critical mass, on a senti, en fait, on s'est senti presque obligé de créer une association parce qu'il y avait toute cette énergie. D'ailleurs, ce jour-là, étant donné qu'on ne savait pas qu'il y aurait tant de monde, on n'avait pas prévenu les autorités, on n'a pas demandé d'autorisation pour cette rencontre, qui en plus est une manifestation. Donc, la police, en fait, elle a vu ce qui se passait, forcément, elle a essayé d'empêcher le départ de la parade.
Et là, en fait, tous ces jeunes que vous voyez se sont tous mis à klaxonner avec leur petite klaxon, leur petite sonnette ridicule de vélo. Et ce qui a fait c'était une forme de rébellion, en fait. C'était un message, donc ça veut dire laissez-nous partir, laissez-nous faire notre parade. Et toute cette énergie-là, peut-être quand je le raconte, ça ne transparaît pas, mais donc il y avait vraiment une volonté, une envie de liberté. C'était vraiment laissez-nous faire notre parade et puis aussi aidez-nous à développer des infrastructures. Respectez-nous, en fait, avant tout. Il faut imaginer que c'est un pays où, en fait, le vélo, donc c'est le vélo, comme on dit, du pauvre, entre guillemets, donc c'est un moyen de transport qui n'est pas respecté par personne. Donc là, il y avait l'idée de dignité, de respect, donc on veut être respecté et tout. Du coup, suite à cette soirée, on s'est senti obligé de créer l'association parce qu'on avait comme un devoir de se dire qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens-là, qu'est-ce qu'on fait de cette énergie. Alors, on ne peut pas laisser tomber, donc après, on a créé une association. Après, les critical mass comme celle de la slide d'avant se sont développées. Imaginez, à chaque fois, c'est des centaines de personnes qui envahissent des rues. À chaque fois, on changeait de quartier dans Grand Tunis. Et voilà, les gens, en plus, les passants qui regardent, qui étaient vraiment stupéfaits. Là aussi, c'est une parade à vélo. Là, les cyclistes se sont arrêtés devant le siège de la municipalité de Tunis. Et en fait, c'est quoi les revendications? En général, c'est remettre l'humain au cœur de la ville, partager les routes, partager du vélo. Donc, souvent, on se sent dans le même combat avec les piétons, puisqu'on est dans l'idée de créer des villes avec moins de trafic. Là, vous voyez d'autres messages. Donc, il y en a un, c'est sur le casque. En fait, il y a des messages dirigés vers les autorités publiques, des messages dirigés vers les usagers du vélo. Donc, il y en a il y a un message qui dit « mets un casque, protège-toi et mets un casque », par exemple. Aussi, là, je voulais montrer pareil. Là, on voit que ça peut être en français ou en arabe, les messages de revendication. Donc, toujours les pistes cyclables qui reviennent. Parce que les gens, ils savent très bien ce qui se passe à l'étranger, qu'il y a des pistes cyclables. Donc, pour eux, c'est la base, en fait. Alors que nous, à Vélorussion, au début, on parlait beaucoup de pistes cyclables. Maintenant, on pense que voilà, c'est une des réponses, mais que ce n'est pas la seule et qu'on doit travailler vraiment sur plusieurs volets. Ici, à gauche, on peut voir un type d'action qu'on a réalisé. Malheureusement, c'était une cycliste qui est décédée, donc qui s'est fait écraser en fait à cet endroit-là que vous voyez à gauche. Et on a décidé de faire une chaîne humaine, ou plutôt une piste cyclable humaine. Donc, on était vraiment une centaine ce jour-là. On a créé une piste cyclable avec des vélos, comme si on était en train de protéger cette dame qui est décédée. Donc, c'est très émouvant. Et là, le message, donc, il dit en fait, quand tu me dépasses, laisse entre toi et moi 1,5 m. Parce qu'en fait, la dame, elle est en train de rouler, elle s'est fait dépasser par une voiture qui l'a attrapée. Là, c'est les actions qu'on retrouve en Europe avec le vélo blanc, bien sûr, quand un cycliste décède, donc on peut mettre un vélo blanc et tout. Nous, on avait décidé de faire ça. Là aussi, encore, l'idée de manifestation. Il faut vous dire qu'en Tunisie, une manifestation, c'est quand même pas rien. C'est peut-être pas comme en France, on manifeste presque régulièrement en France. En Tunisie, on est quand même dans un contexte post-autoritaire. Donc, l'espace public en Tunisie, c'est un espace hostile aux citoyens, en fait. Il y a un contrôle dans l'espace public. On est dans des pays autoritaires, en fait. C'est pas post-autoritaire. Donc, une manifestation, c'est pas rien. C'est quand même c'est une présence dans l'espace public, c'est quelque chose d'important, en fait. Donc, souvent, il faut demander des autorisations, etc. Donc, il y a des messages de revendication pour l'État. Voilà. Ici, vous voyez le slogan de l'association, donc Tunis bil bicycletterie. Bon, ça veut dire, en français, la traduction, elle est pas très intéressante. En français, c'est la Tunisie à vélo, c'est mieux. Mais voilà, en arabe, ça sonne mieux. Et donc, l'association, elle est née dans un contexte dont j'ai parlé au début, mais pour résumer, de crise environnementale avec des villes très polluées.
On a un diesel, un des diesels les plus dangereux au monde en Tunisie. Et en fait, tout le secteur du transport, c'est des voitures diesel. On a un contexte de crise de mobilité urbaine, comme je l'ai dit, avec des transports en commun non opérationnels, une marche à pied compromise, voire dangereuse, une absence totale d'infrastructures cyclables. On est bien d'accord, je ne l'ai pas précisé parce que c'était une évidence. On a une crise économique aussi, et notamment avec une augmentation du prix du carburant, des voitures, etc., un peu comme partout. Et on a une crise de la santé publique. Nous, c'est comme ça qu'on a théorisé l'utilité de notre association. En Tunisie, la couverture sociale, elle ne couvre pas toutes les maladies. Et comme dans tous les pays, bien sûr, on a une recrudescence des maladies de la sédentarité. Il y a beaucoup de diabète, d'obésité, etc. Les objectifs en créant Vélorussion, c'était évidemment de multiplier le nombre d'usagers du vélo. Parce que, évidemment, quand on va vers des collectivités locales, des municipalités, donc la première chose qu'on nous dit, c'est il n'y a pas de cyclistes, donc pourquoi est-ce qu'on va créer des infrastructures? En fait, donc c'est pas vrai, il y a des cyclistes, mais voilà, notre but, c'est de multiplier le nombre d'usagers pour faire un poids, pour faire justement une masse critique face aux autorités. On veut créer une culture du vélo, mais on ne la crée pas à partir de rien, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, elle existe déjà. Il y a des pratiques traditionnelles du vélo, mais on veut créer une culture du vélo urbaine. On veut développer les infrastructures sécurisées, évidemment. Impliquer les autorités dans le développement de cette culture. Donc, ça fait 5 ans qu'on essaie de faire pression sur tous les ministères, les municipalités. Donc, on ne laisse pas tomber ce volet-là. Et aussi, on veut développer l'entrepreneuriat du vélo. C'est peut-être quelque chose qui peut étonner un peu depuis l'Europe. Mais en Tunisie, bon, c'est un tout autre contexte. Et nous, on a pensé que comme on part avec une culture du zéro presque réduite à presque néant, on s'est dit que les entrepreneurs, ils vont faire partie du développement de cette culture. Donc, pour nous, c'est important de les soutenir et qu'ils se créent en fait des entreprises vélos. Nous, on appelait ça des cyclo-entrepreneurs, c'est-à-dire quelqu'un qui va louer des vélos, réparer des vélos, tout ce petit milieu, cet écosystème qu'on a essayé de pousser dans certains projets. Alors, rapidement, parce que je vois que c'est le genre 36. Donc, tout premier, je vais juste citer quelques projets, je m'excuse, je vais essayer d'aller vite, des projets phares en fait de l'association. Donc, on a une vélo-école. En fait, la vélo-école, ce n'est pas très original. Vous retrouvez ça dans beaucoup d'associations du monde. Bon, sauf que nous, c'est un projet parmi d'autres, alors que parfois, ça peut être pour une association son seul projet. Mais bon, nous, on a commencé sur une vélo-école, on l'a appelé collaboratif parce qu'on a toute une philosophie, on veut que les personnes qui sont formées au vélo deviennent ensuite des formateurs. D'ailleurs, vous pouvez voir sur la photo, la jeune femme qui est en train d'apprendre le vélo à un jeune homme, d'ailleurs, c'est quand même, dans ce sens-là, c'est quand même rare. C'est une jeune femme qui a appris le vélo déjà dans cette vélo-école. On veut que les gens transmettent et qu'ils s'impliquent. En fait, on veut que les gens qui apprennent le vélo deviennent des militants du vélo, deviennent on a lancé cette vélo-école avec l'aide d'ailleurs de la vélo-école de Montreuil, pour ceux qui connaissent, pour avoir la méthode d'enseignement, parce que ce n'est pas juste on met quelqu'un sur un vélo, on le pousse, on a toute une méthode qu'on a développée. Et on a été dépassé par notre succès, c'est-à-dire on pensait former quelques personnes à droite à gauche. Et en fait, on est énormément sollicité. Au jour d'aujourd'hui, on a formé plus de 1500 personnes. Donc 90% sont des femmes. Ensuite, 2 ans plus tard, on a lancé la Maison du vélo. Donc, elle s'appelle Dar Bicyclette. On l'a pensé, c'est le local bien sûr de l'association, mais on l'a pensé vraiment comme un centre culturel pour le développement de la culture du vélo en Tunisie. Il propose des services classiques d'ateliers de réparation, mais une bibliothèque aussi, avec les livres de Patrick Riera, bien sûr, qui nous a envoyé. Voilà, donc c'est un grand plaisir de pouvoir avoir des livres. On cherche toute documentation sur la culture du vélo. Infrastructure, culture, etc. On fait des conférences régulièrement sur ces questions-là. On héberge aussi les cyclotouristes de passage. Voilà, donc c'est vraiment une maison du vélo comme on aurait en Europe. Ça, c'est un autre projet, on en a parlé déjà, c'est les critical mass, les parades. Donc, je ne vais pas en reparler, mais
sachant qu'on a maintenant, c'est pas seulement en Tunis, on en fait aussi dans d'autres villes de la Tunisie. Donc, l'objectif est d'en faire dans chaque ville. C'est toujours le dernier vendredi du mois. Donc, c'est ce modèle international de la masse critique. On a lancé aussi un nouveau projet il y a 2 ans, et c'est ce projet-là qui vise à aider les entrepreneurs du vélo. Donc, parce qu'en fait, le jeune que vous voyez sur la photo en premier plan, ce n'est pas seulement un aventurier qui se déplace dans le sud du pays, mais il a lancé sa boîte en fait, de location vélo, cyclotourisme, organisation de tours à vélo. Donc, nous, on part du principe que même si c'est le vélo d'aventure, ce n'est pas grave, c'est un entrepreneur vélo. Donc, on doit tous, ça fait partie, qu'on le veuille ou non, du développement de la culture du vélo. Donc, on aide ces entrepreneurs à travers un projet cyclo-incubateur. Et on a déjà on a déjà soutenu beaucoup de jeunes entrepreneurs, que ce soit livraison, location, réparation vélo, etc. Enfin, un projet qui est très récent, il date de 2022. C'est vraiment ce que vous appelleriez en Europe la foire au vélo ou alors la bourse au vélo. Bon, ici, on l'a appelé souk bicyclette, ça veut dire le marché du vélo. C'est des marchés donc, de vélos d'occasion, donc de particulier à particulier. Mais en Tunisie, pourquoi on a lancé ça? C'était vraiment pour rendre le vélo accessible à tous. Donc, dans tous nos projets, on a toujours ce souci de donner vraiment aux gens les moyens de faire du vélo. Ce n'est pas seulement qu'on va leur dire « faites du vélo, c'est bien pour la santé ». On donne les moyens, c'est-à-dire on sait très bien que pour quelqu'un, ce n'est pas facile de trouver un vélo d'occasion. Il peut trouver des offres en ligne, mais les prix ne seront pas affichés. Il pourra se faire avoir. Il ne saura pas bien les caractéristiques des vélos. Donc, nous, on organise un marché au vélo. Et là, on va conseiller les gens. On est sur place. On est toute une équipe sur place pour conseiller les gens. Et les prix sont affichés. On impose aux vendeurs d'afficher les prix. Ça vous semble anecdotique, mais pour la Tunisie, c'est une révolution d'afficher les prix, c'est-à-dire de mettre une étiquette sur un vélo. Ce n'est pas du tout dans les pratiques. Normalement, tout est dans l'oralité. Voilà ce projet. D'accord. Bon. Dernier projet sur les infrastructures cyclables. Donc là, nous, on veut aussi que les infrastructures se développent. Ce n'est pas seulement la culture du vélo. En tout cas, ça passe par là aussi. Donc, on a créé des concours de design de parking à vélo. Ça, on est devenus vraiment des grands spécialistes de parking à vélo. On ne l'a pas voulu au début, mais on a réalisé au début, bien sûr, on ne parlait que de pistes cyclables du matin au soir. Après, on a réalisé qu'un parking à vélo, c'était beaucoup plus facile, moins cher, facilement implémentable, entre guillemets facilement, bien sûr en coordination avec les municipalités. Donc, on s'est dit, on va créer des parkings originaux et on a lancé des étudiants en architecture, urbanisme, etc. pour designer des parkings à vélo. On a installé jusqu'à aujourd'hui 16 sites de parking à vélo. En fait, je n'ai pas la photo, donc désolée. On a réalisé même bénévolement des études de pistes cyclables pour certaines municipalités, etc. Donc, c'est un volet qu'on investit aussi. Ici, vous voyez, on a fait Ici, c'est un conseil municipal d'une petite ville à côté de Tunis. Et en fait, on leur a fait un workshop sur la mobilité cyclable. Ensuite, une balade de leur ville, leur propre ville, sur un vélo. Donc, on voulait qu'ils voient leur ville différemment. C'est ça, parce que si quelqu'un n'est pas monté sur un vélo, il ne peut pas être sensibilisé véritablement. Ici, pour finir sur le volet politique publique, c'est que nous, on essaie de travailler avec le ministère du Transport. Et cette photo, vous voyez, le monsieur en cravate, ici, c'est le ministre du Transport, bon, de l'époque, parce qu'ici, ça change tous les 6 mois. Et en fait, on a réussi à le faire organiser la première journée sans voiture, donc c'était l'an dernier. Et pour ça, on lui a demandé de rendre le transport public gratuit. C'était notre demande. Bon, il n'a pas accepté, mais il y avait une réduction du transport public. Bien que le principal problème, ce n'est pas tant le prix, mais c'est l'état du transport public. Mais bon, c'était symbolique. Et lui, ce jour-là, il est allé plus loin. Il a dit, pour venir au travail, je vais prendre le bus. Donc, il a pris lui-même le transport public. En fait, il n'y avait personne dans le bus. Apparemment, ils ont vidé le bus pour lui. Mais en tout cas, voilà, symboliquement, c'était important. Pour dire qu'on arrive quand même à faire des petites choses. Allô? Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, tout à fait. Bon, je pense que c'est fini. J'ai perdu le PowerPoint, mais bon, je ne sais pas. Vous avez encore le partage d'écran?
Alors là, on a un écran noir. Bah, moi aussi. Peut-être que c'est fini le temps, non? Arrêtez le partage. De toute façon, je pense que c'était la dernière slide. Donc là, vous avez récupéré, vous voyez quoi maintenant? Là, on vous voit, et puis on voit les petites cases pour les personnes qui assistent à la conférence. Alors, je ne sais pas si vous D'accord. avez quelques éléments de conclusion à donner. Attendez, oui. Là, vous voyez mon écran? Non, hein, vous me voyez moi. Non. D'accord. Pour dire que voilà, on a maintenant 5 ans d'existence, que beaucoup de choses ont changé, qu'il y a encore un grand travail. Et donc, voilà, on travaille sur tous les volets, donc les politiques publiques, les citoyens, les entrepreneurs. Et voilà, donc je serais contente d'entendre vos retours et vos questions. Merci beaucoup Stéphanie pour cette présentation. C'est vrai que la palette des activités de la Vélorution, à la fois sur l'accès, les compétences, l'image et puis les infrastructures, enfin tout ceci est vraiment très intéressant. Merci pour cette présentation, merci aussi pour les images. On a vu aussi la température, je crois, de 29 degrés sur votre ordinateur. Ah oui, Donc, ça donne envie. ça fait également un petit peu envie.